placer un sujet capable de surseoir à l'acte et capable dans son sursis à l'acte de trouver de la jouissance dans la pensée. Cette capacité à trouver de la jouissance dans la pensée, qui a toujours été, ne nous cachons pas le petit doigt, aristocratique, elle n'a jamais été démocratique, est aujourd'hui moins que jamais possible d'une certaine manière. Et elle n'en rend que plus que nécessaire la résistance par la pédagogie à toutes ces formes de manipulation. Troisième idée, très simple aussi, pourquoi la pédagogie est-elle si nécessaire aujourd'hui? Parce que nous vivons une ère radicalement différente de tout ce que toutes les sociétés ont connu jusqu'à aujourd'hui, qui est le tâtonnement d'une démocratie en train d'émerger. La démocratie est récente sous la forme que nous connaissons. La démocratie athénienne, on peut rêver sur la démocratie athénienne, enfin c'est une démocratie où les femmes, les esclaves et toute une série de gens ne participaient à rien du tout. Et elle n'avait de démocratie que quelques principes et le nom. Ce qui caractérise la démocratie contemporaine, et dans sa radicalité, c'est l'effondrement dans nos sociétés occidentales de toute forme de théocratie. C'est-à-dire la conviction que nous avons tous acquis progressivement que nul ne peut dire le bien du ciel. Nul n'est dans le ciel, ni un parti, ni une religion, ni de grands prêtres, ni de grands chamans, ni qui que ce soit. Et c'est ça qui crée cette espèce de vide, de vacance complète, cette espèce de béance que décrit le philosophe Claude Lefort, qui structure la démocratie et en fait quelque chose d'extrêmement précaire et en même temps d'extrêmement précieux. Mais c'est aussi cette crise des théocraties qui nous fait très largement regretter le passé. À l'époque où il était facile d'éduquer, il est facile d'éduquer un enfant dans une société où il y a une religion officielle qui dit ce qu'il faut faire, où est le bien, où est le mal. Il est facile d'éduquer un enfant dans l'Union soviétique des années 50 ou dans l'Iran de Khomeini, quand il y a un catéchisme qui s'impose à tous et qui dit où est le bien commun et quels doivent être les comportements individuels. Dès lors que nous ne reconnaissons plus, et nous avons raison de ne plus le reconnaître, dès lors que nous ne reconnaissons plus à quiconque, à quelque idéologie que ce soit, le droit à légiférer sur nos vies, à décider de l'avenir du monde et de celui de nos enfants, nous en sommes rendus, comme disent les Québécois, à devoir le décider nous-mêmes, cet avenir du monde et celui de nos enfants. Et cela, c'est quelque chose qui, à bien des égards, est d'une radicale étrangeté par rapport à tout ce que l'humanité a vécu jusque-là. Nous avons vécu essentiellement des structures et des systèmes éducatifs où les valeurs sociétales et donc éducatives existaient avant nous, et où il était possible pour les pédagogues éventuellement de se lever ou de se révolter contre elles, mais on se révoltait contre quelque chose qui existait. Quand Neil crée Summerhill, et qu'il fait scandale parce qu'il dit qu'enfin on va autoriser les enfants à se masturber, à ne pas apprendre à lire, s'ils ne veulent pas apprendre à lire, il n'est scandaleux que parce qu'il est dans une Angleterre guindée qui a une idéologie éducative très monolithique, héritée de l'ère victorienne, et qui impose une chape de plomb à la société. Aujourd'hui, Neil n'est pas révolutionnaire. Ce que dit Neil nous apparaît bien fade, d'ailleurs, au regard de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Et donc, nous en sommes à une époque où, d'une certaine manière, ce qui domine, c'est ce que les philosophes, je pense Marcel Gauchet, mais pas seulement, ont appelé l'individualisme social. Cette montée de l'individualisme social est un phénomène, Marcel Gauchet dit que c'est le corollaire de la déreligiosité du monde, de l'effondrement du religieux. Cet individualisme social fait tomber toute forme de verticalité. Et les valeurs elles-mêmes ne s'inscrivent plus que dans l'horizontalité. Imaginez la différence qu'il y a
entre le principe républicain liberté, égalité, fraternité et le slogan « Touche pas à mon pote ». Liberté, égalité, fraternité, c'est un principe qui s'impose du dessus, qui ne se discute pas. C'est un principe qui s'inscrit dans une verticalité radicale. D'ailleurs, il est inscrit sur le fronton des établissements. Touche pas à mon pote est une valeur, c'est du respect, de la protection, mais c'est touche pas à mon pote, et je le porte sur le revers de ma chemise, de ma veste, et c'est moi qui l'incarne. La valeur n'a plus du tout la même signification, elle n'est plus dans une verticalité qui s'impose, elle se construit dans des relations sympathiques d'individu à individu qui se tolèrent et se protègent réciproquement le moins mal qu'ils peuvent. Cet individualisme social, il impacte la question éducative de plein fouet, et en particulier parce qu'il est corrélé à un phénomène d'une force et d'une ampleur inouïe, qui est probablement le phénomène majeur que nous vivons aujourd'hui, ce que le démographe et sociologue Paul Lyonnais appelle le recul de la mort. C'est-à-dire, c'est la première fois dans l'histoire du monde que nous avons quasiment éradiqué la mortalité infantile et que chaque enfant qui vient dans nos sociétés occidentales, et c'est heureux, est désiré. Je ne sais pas si l'éducation a suffisamment réfléchi à ce bouleversement-là. Chaque enfant qui vient est désiré. Donc chaque enfant va devenir ce que Gaucher appelle non pas seulement un enfant désiré, mais finalement un enfant du désir. Parce qu'il est désiré, il est toujours menacé d'être l'enfant du désir, c'est-à-dire celui que l'on veut et sur qui l'on va projeter la totalité de ses aspirations et de ses espérances. Ce n'est plus nous qui faisons le bonheur de nos enfants, c'est nos enfants qui font notre bonheur. Nous décidons quand nous les voulons et nous les avons pour qu'ils nous fassent plaisir et qu'ils fassent notre bonheur. D'ailleurs, aujourd'hui, ce ne sont plus les familles qui font les enfants, c'est quand il y a un enfant que ça fait une famille. Ce ne sont plus les parents qui font les enfants, c'est les enfants qui font les parents. C'est l'existence même de l'enfant qui structure la famille, parce que l'inversion provoquée par le contrôle des naissances, sur lequel je ne veux pas revenir, entendons-nous bien, et qui est une chose particulièrement positive, change d'une manière très forte et que nous n'avons pas mesuré la conséquence, je crois, le rapport de l'enfant et de l'âge adulte, et donc le rapport à l'éducation que nous entretenons. Pour faire gros, on accuse, à tort, complètement à tort, les pédagogues d'avoir pour mue l'enfant roi, alors qu'ils ont toujours été des gens très attentifs à la construction de la règle et à l'attention à la loi, alors qu'en réalité, ce phénomène, pour appeler de l'enfant roi, est un phénomène social très réel, qui n'est pas du tout lié à la pédagogie, qui est lié à des phénomènes démographiques, techniques et sociologiques. Le fait que l'enfant soit celui qui satisfasse ses parents, le fait que dans la famille, qui se recompose de plus en plus, on se dispute l'amour de l'enfant, puisque c'est l'enfant qui dit quel est le bon adulte. C'est l'enfant qui dit quel est l'adulte qu'il va aimer. L'enfant est là. Et une enquête de nos collègues parisiens sur la garde alternée, qui est parue l'an dernier, montre que dans toutes les écoles primaires, le jour où on change de parent, le comportement de l'enfant change radicalement. Il change radicalement, mais ce n'est pas un grief fait aux parents, d'aucune manière. Je n'attaque absolument personne, je ne veux pas revenir sur la garde alternée. C'est simplement que nous plaçons de fait l'enfant en situation d'arbitrer la vie des adultes. Et de dire, ah oui, maman était plus gentille hier que toi aujourd'hui. Tu ne vas pas m'obliger à aller me coucher puisque c'est aujourd'hui, on connaît tous les deux. L'enfant se trouve détenteur d'un pouvoir colossal qu'il n'est pas toujours capable d'exercer et que n'étant pas capable d'exercer, il traduit le plus souvent en toute puissance capricieuse sur les adultes. Cette émergence de l'individualisme social est présentée par un certain nombre de déclinologues patentés
comme la catastrophe des catastrophes. Peut-être que dans mon propos, certains ont pu imaginer, mais attendez, sérieux, champion de fusil d'épaule, ils sont en train de nous faire l'éloge du 19e siècle, de nous critiquer tout à la fois la contraception, le divorce, la garde alternée, etc., etc. Pas du tout. Je n'ai pas dit ça du tout. J'ai dit que ces phénomènes étaient des phénomènes qui relevaient des faits, que le fait simplement qu'il n'y ait plus d'accord entre des citoyens sur un modèle d'éducation qui s'imposerait au nom d'une vérité politique ou religieuse, qu'il y ait le fait que chacun trouve légitime, vous et moi compris, de chercher son intérêt individuel dans la société avant de militer pour l'intérêt collectif ou tout en militant à côté pour l'intérêt collectif, ce qui est la subtilité majeure de nos militants. C'est-à-dire que nous réussissons à préserver notre sphère qui nous permet d'avoir notre intérêt individuel, mais à côté en plus, et non pas en même temps, et non pas sur les mêmes objets, nous militons pour l'intérêt collectif. Il y a des gens qui militent pour l'école publique et qui mettent leurs enfants dans l'école privée. Bon. Mais attendez, on fait tous ça, hein. À un registre ou à un autre, on fait tous ça. Regardez où vous habitez, regardez... Enfin, bien évidemment que nous faisons tous cela, à quelques exceptions près, quelques saints qui restent encore ici là. Il y en a très peu, on les cherche, on les canonise quand on les trouve. Au GFMN, il y en a un peu plus qu'ailleurs, sinon. Mais bon... Nous sommes coincés dans une société où la disparition de toute verticalité imposée nous amène, et c'est bien là la difficulté, à chercher comment construire ensemble quelque chose qui relève d'un vivre en commun et qui permette aux individus de tenir sans se précipiter les uns sur les autres dans des coagulations fusionnelles ou barbares. Tenir ensemble dans des relations qui soient à peu près des relations de configuration et non pas de coagulation. C'est-à-dire inventer des espaces où des décisions puissent être prises en commun, où des objets puissent être mis en débat et où quelque chose qui pourrait apparaître comme nous dépassant chacun ne s'impose pas du haut, mais émane de notre décision collective. Nous sommes condamnés à être habermasiens si nous ne sommes pas fondamentalistes ou religieux. Dans un monde où les religieux non fondamentalistes ont abandonné, et à juste titre et très bien, la volonté de légiférer sur la société, nous n'avons plus qu'Habermas, c'est-à-dire l'interargumentation rationnelle et le patriotisme constitutionnel. Qu'est-ce qui peut faire tenir les hommes ensemble? S'il n'y a plus de verticalité, si on ne veut plus que ce soit le fanatisme patriotique, si on ne veut plus que ce soit l'adhésion aveugle à un dieu ou à une religion, si on ne veut plus... Qu'est-ce qui fait tenir les hommes ensemble? L'agora, le débat démocratique, la concertation quotidienne et difficile pour se construire des éléments qui ressemblent à du bien commun. Et je pense que cette crise que nous vivons, ce déclin des théocraties, dont je me réjouis. Je n'ai aucune envie de revenir à une société théocratique. Et ceux et celles qui, aujourd'hui, lorgnent du côté des théocraties fondamentalistes, me paraissent d'un danger absolument total. Mais dans cette situation-là, dont je me réjouis, qui est de fait une situation de crise au bon sens du terme, il y a une exigence éducative comme jamais nous en avons eu. Pourquoi? Parce que la démocratie, ça nécessite une discipline personnelle, psychique et intellectuelle absolument colossale, et une discipline collective construite et expérimentée dès l'enfant. Quand vous avez un catéchisme qui s'impose, vous pouvez faire du dressage. Dans une démocratie qui propose que soit mis en débat tout ce qui relève du bien commun, vous avez besoin de pédagogie. Et vous avez besoin très tôt d'une pédagogie qui permet de se décentrer, qui permet d'examiner, qui permet d'entrer en relation avec l'autre sur un mode qui ne soit pas celui de l'emprise, qui ne soit pas celui de la prise de pouvoir systématique sur l'autre,
mais qui soit celui de la découverte respectueuse et collective, que c'est ensemble qu'on est plus intelligent et qu'on définit le bien commun pour tout le monde. Alors je crois que la modernité appelle effectivement plus que jamais la pédagogie, parce que sans cette pédagogie, soit nous tombons dans une espèce de libéralisme anarchiste qui n'est que le choc des individualités que ne régulera plus que la seule loi du marché, soit nous tombons dans les fondamentalismes plus retardataires, pas retardataires, les plus dangereux qu'on puisse imaginer. Entre la guerre civile institutionnalisée entre les consommateurs qui veulent chacun le meilleur rapport qualité-prix et n'hésitent pas à piétiner leurs voisins pour l'obtenir, et la fusion religieuse ou politique autour d'un patriotisme de bon ou de mauvais aloi, pour moi ils sont presque toujours de mauvais aloi d'ailleurs, quel chemin pouvons-nous trouver pour construire des collectifs démocratiques? Je pense qu'aujourd'hui, le défi devant lequel sont nos sociétés, c'est celui de construire des collectifs démocratiques.